Avant de rentrer, sur, vraiment le vif du sujet, j'aimerais vous connaître un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous pourriez nous vous présenter, succinctement, puis vous nous parler de votre parcours RH? Moi, j'ai commencé initialement dans le recrutement. Je travaillais dans un cabinet de chasse de tête au tout début de ma carrière. Et ensuite, j'ai rejoint Veolia. Et chez Veolia, j'ai fait de multiples métiers. Et j'ai travaillé beaucoup sur le sujet des compétences et de la formation. Mais j'ai aussi été patronne opérationnelle dans une business unit de Veolia, dans deux business units de Veolia d'ailleurs. Et puis, j'ai aussi fait le métier de RH, aussi bien au niveau corporate qu'au niveau très opérationnel. Voilà mon parcours. Ah, ça, c'est une question intéressante. Eh beh, écoutez, j'ai l'impression que, dans l'entreprise d'une manière générale, mais encore plus, quand on est dans l'équipe de leadership, c'est un petit peu une obligation, c'est une nécessité, et c'est quelque chose qu'il faut s'obliger à faire de façon régulière. Donc moi, comment je le fais personnellement? Je passe énormément de temps, alors c'est plutôt sur mon temps, hors temps de travail, on va dire, donc sur mes week-ends, énormément de temps à me documenter, à lire l'état de l'art, à benchmarker mes pratiques. Je passe beaucoup de temps avec mes homologues d'autres entreprises pour essayer de comprendre quels sont leurs enjeux et comment ils les adressent surtout, et puis pour puiser de l'inspiration. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de FOMO, mais il faut quand même se tenir tout le temps informé parce que c'est assez vital pour rester pertinent. Alors, bah, ce n'est pas une question très facile, hein. Moi, je suis prête à payer cher celui qui me dira ce que sera le monde du travail en 2050. Mais vu de ma fenêtre, ce sera déjà un monde dans lequel l'ensemble des métiers auront été fortement disruptés par toutes les évolutions qu'on est en train de vivre. Et je pense aux évolutions évidemment digitales, mais pas seulement. Je pense aussi aux évolutions liées à la transformation écologique. Je pense qu'on va avoir beaucoup de métiers qui vont apparaître, peut-être certains qui vont disparaître aussi. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que voilà, ça va être une catastrophe si les métiers changent, hein. Je pense que c'est ce qu'on vit dans le monde du travail depuis toujours. Les métiers ont toujours évolué. Il y a des tas de métiers qui existaient hier, qui n'existent plus aujourd'hui. Et il y en a des tas qui existent aujourd'hui, qui n'existeront plus demain. Mais ils seront remplacés par d'autres métiers. Un des points très importants dans les années qui viennent, c'est les usages qu'on aura de l'IA pour nos salariés. Ma conviction, c'est qu'on ira vers plus de personnalisation, plus de bespoke, plus de sur-mesure en fait pour nos salariés. Je pense qu'en 2050, dans le meilleur des cas, mais j'y crois fort aussi, on aura beaucoup développé, tous autant que nous sommes, nos soft skills. Parce que pour moi, c'est le pendant de l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc on a besoin et on aura besoin de plus de créativité, de plus de collaboration, de plus d'esprit critique. Voilà, on aura besoin de développer ces compétences-là. Je pense que ça ressemblera aussi à un monde du travail dans lequel toutes les diversités seront perçues comme étant des facteurs de performance pour l'entreprise. Et puis le dernier point, et peut-être le plus important, c'est qu'on vit quand même dans une société qui est de plus en plus polarisée. Et que moi, mon rêve de DRH, c'est qu'on n'importe pas cette polarisation dans le lieu de travail et que l'endroit où les gens travaillent reste un espace de sécurité pour tous nos salariés. Donc moi, mon rêve, c'est qu'en 2050, bah, on réussisse à garder ça dans les entreprises et que l'entreprise ne devienne pas un lieu supplémentaire où s'expriment la polarisation et les antagonismes. Pour moi, ce que ça évoque en premier, c'est des salariés qui se sentent suffisamment bien dans l'entreprise pour y rester un petit bout de temps. Certains vous diront que c'est dommage pour la créativité. Moi, je pense que c'est une force parce que ça montre un attachement, un engagement dans l'entreprise et surtout dans ces métiers qui, comme vous le savez, sont les métiers de la transformation écologique, donc des métiers qui comptent. Donc voilà, une workforce pérenne, résiliente, qui arrive à combiner ça, c'est-à-dire à la fois l'attente de l'entreprise, c'est-à-dire la performance économique, et puis la responsabilité sociale. Je pense que c'est aussi le collectif de salariés qui arrive à trouver les moyens de se former en continu, j'en ai déjà parlé, mais pour moi c'est très important parce que c'est la condition de l'employabilité. Donc la workforce durable, c'est ça aussi. Pour durer,
Il faut apporter les compétences dont on a besoin en tout temps. C'est un petit peu comme avec nos clients. Quand on veut durer avec nos clients, si on leur fait la même chose tout le temps pendant 20 ans, on ne va pas durer. Donc il faut apporter de l'innovation, il faut apporter de la nouveauté, il faut apporter des idées. Quand on regarde l'histoire, toutes les grandes civilisations qui ont disparu, c'est celles qui se sont renfermées sur elles-mêmes. Donc pour moi, la workforce durable, elle commence par ça. Elle commence par se polliniser avec autre que soi. Et puis évidemment, tout ça, ça fait de l'engagement derrière. Voilà. Et c'est ça qui fait la durabilité aussi. Je pense que les questions à se poser, c'est petit 1, comment la composition de mon équipe répond à mes besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc, est-ce que j'ai des profils suffisamment différents, suffisamment préparés pour ce que je leur demande? Est-ce que je suis claire dans ce que je demande? Est-ce que je suis réaliste dans la façon dont je le demande, dans les délais que je donne? Il n'y a rien de pire qu'un manager qui s'obstine en disant non mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, et qui voit que ne l'obtenant pas, il ne change pas la moindre chose à ce qu'il demande ou la façon dont il le demande. Et puis peut-être le dernier point, réfléchir en continu à la façon dont lui peut s'améliorer en tant que leader, dont il se forme, dont il ouvre ses chakras, si vous me permettez l'expression, pour essayer d'apporter en permanence à son équipe de la nouveauté, des idées nouvelles, les challenger aussi. Et donc le manager, il a aussi pour lui-même l'obligation de se former en continu et d'apporter des choses nouvelles à son équipe, hein, de nourrir en quelque sorte la créativité et la performance de son équipe. Alors, dans le désordre, pour moi, il y a d'abord des plateformes de gestion des talents qui sont des plateformes un peu agiles, dans lesquelles les salariés, comme je disais tout à l'heure, vont trouver un petit peu ce qu'ils recherchent de façon très personnalisée. Voilà. Donc ça commence par ça, par des plateformes dans lesquelles on peut adresser sa mobilité, son parcours de carrière, sa formation, son propre développement, etc., etc. Deuxièmement, il y a forcément un système d'apprentissage très personnalisé aussi. Je pense que les systèmes d'apprentissage un peu génériques, où on distribue la même chose à tout le monde, ont un peu vécu. Je dirais aussi probablement un cadre de travail assez flexible et assez hybride, qui embarque du télétravail, mais qui embarque d'autres formes de flexibilité, mais qui surtout veille en tout temps à une forme d'équité. Nous, chez Veolia, on a une grosse partie de notre effectif qui ne peut pas télétravailler parce qu'ils produisent des services essentiels. Hein. Quand vous réparez une fuite sur le réseau d'eau potable, quand vous ramassez les ordures, c'est quand même difficile à faire en remote. Et donc, on est très attentif à ce qu'il n'y ait pas de hiatus entre les différentes parties de notre collectif de travail. On commence à s'occuper un peu de santé mentale. C'est une bonne chose, je pense. Je pense que si on veut notre salarié augmenter, comme on a l'habitude de le dire, il faut qu'il soit en bonne santé physique, en bonne santé psychologique, en bonne santé mentale, qu'il ait un bien-être global, qu'il soit content de venir bosser. Et puis le dernier point, évidemment, et c'est sûrement le plus important, c'est le positionnement du leadership. Et je parle à tous les niveaux de l'entreprise, donc nos managers, managers de proximité, managers un peu plus haut dans la pyramide, leaders, etc., sont complètement clés pour adresser ce sujet-là et pour mettre en œuvre tout ce que je viens de décrire. Hein. C'est dans leurs mains, en un mot. Je ne sais pas si c'est au quotidien, parce qu'au quotidien, il y a plein d'enjeux, c'est peut-être pas ceux-là les plus intéressants. Mais qu'est-ce qui me fait lever le matin? Ou qu'est-ce qui m'empêcherait de dormir si jamais je n'y travaillais pas? Ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire que Veolia, c'est une entreprise dans laquelle chaque salarié, je dis bien chaque salarié, je rappelle, on a 85% de ouvriers, techniciens et employés de bureau, chaque salarié trouve sa place. Donc trouve sa place, ça veut dire ressente l'utilité de son travail et ressente aussi qu'il a des opportunités. Et c'est pour ça que l'ascenseur social, il est très très important chez nous. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, il ne faut pas le casser, il ne faut pas le mettre en panne. Je pense que ça fait partie de la motivation quand vous rentrez ouvrier dans une entreprise,
de vous dire que vous avez la possibilité d'évoluer, c'est super important. Le deuxième aspect, c'est où chaque salarié se sent en sécurité. Pour moi, c'est un point très important. Et je ne vous parle pas que de la sécurité au travail. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit sur la polarisation. Pour moi, c'est très important que chez Veolia, les salariés sachent que chez nous, on ne fait pas de politique. Et quel que soit ce que vous votez quand vous êtes dans le secret de l'isoloir, vous serez en sécurité chez Veolia parce qu'on n'importera pas les débats politiques dans l'entreprise. Donc, c'est un safe space en quelques mots. Le troisième truc super important, c'est que notre employé, quel qu'il soit, il se sente valorisé, il se sente respecté pour ce qu'il est. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Que veut-on, tous autant que nous sommes, en tant que citoyens? On veut être respecté et on veut avoir confiance dans nos interlocuteurs. Donc c'est ça qu'on a besoin de créer dans l'entreprise, tout simplement. Les gens n'ont pas vocation à passer toute leur vie dans l'entreprise, ils ont leurs loisirs, ils ont leur famille, ils ont leur vie. Mais quand ils sont dans l'entreprise, et Dieu sait qu'ils y passent quand même un peu de temps, eh bien c'est le minimum qu'on leur doit, je pense. Le minimum. Alors d'abord, moi je trouve beaucoup d'inspiration dans les équipes. Je trouve que voilà, il y a une imagination, une créativité absolument incroyable, une appétence pour aller chercher des choses nouvelles qui à chaque fois m'impressionne. Et donc la dernière en date, je vais vous reparler d'IA, mais une fois n'est pas coutume. Donc on a, nous, commencé à beaucoup utiliser l'IA sur les processus de recrutement, de mobilité, de gestion des talents, formation. Tout ça, on a beaucoup utilisé. Et récemment, et c'est là où ça me plaît, c'est je vois l'opportunité d'utiliser l'IA pour sauver des vies. On a certaines de nos BU qui ont trouvé des usages de l'IA qui nous permettent soit d'arrêter une machine automatiquement, à partir de capteurs, à partir de caméras, dès qu'une situation à risque est détectée, qui nous permettent alternativement de prévenir l'opérateur qui a là un danger de façon beaucoup plus efficace, mais alors avec des méthodes très très basiques, avec un avertisseur sonore, avec des choses comme ça. Et là, on sait qu'on peut sauver des vies grâce à l'IA. Donc là, ça me plaît. Et c'est ça que je regarde en priorité en ce moment. Moi, je pense que la question numéro 1, c'est comment je fais en tant que DRH pour conserver l'intelligence humaine dans le workplace. Donc la première question à se poser, c'est comment est-ce que je forme mes salariés pour avoir les soft skills qui vont bien pour accompagner cette évolution. La deuxième question, vous allez me trouver un peu monomaniaque, c'est qu'est-ce que je fais en tant que DRH pour éviter que s'invitent au bureau les fractures, les divisions, les polarisations sociétales. Et donc, en tant que DRH, je pense que la première question à se poser, c'est plutôt que de regarder ce qui nous divise, travaillons sur ce qui nous unit. Et vous savez, c'est vieux comme le monde, ça s'appelle le lien social. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à maintenir ça dans un environnement de travail hybride où les gens se croisent occasionnellement, mais si on ne fait pas attention, pas du tout, voire jamais. Et comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce lien social? Parce que vous savez, en matière de santé, de sécurité, on a toujours des facteurs de risque et des facteurs de protection. Eh bien, moi, je pense que le lien social, c'est un facteur de protection très fort contre le mal-être, tout simplement. Et donc, à nous, DRH, de l'activer, ce lien social, avec les managers, avec les patrons. Mais pour moi, c'est un point essentiel des questions qu'on doit se poser et de ce sur quoi on a intérêt à agir. Je pense que je lui donnerai le même conseil que je donne à n'importe qui débute dans l'entreprise, en fait. Je pense que je ne ferai pas différent pour un DRH, mais le conseil que je donne souvent, c'est soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Je ne crois pas 2 secondes à la standardisation, au fait que tout le monde fasse la même chose. Je ne crois pas qu'il faille imiter qui que ce soit. Je pense qu'il faut être soi-même et faire les choses en fonction de ce que l'on ressent, en s'inspirant évidemment des autres, mais sans copier. Il faut veiller à tous les équilibres quand on est DRH. Donc on veille à l'équilibre entre les besoins de l'entreprise, les besoins des salariés, on veille à l'équilibre entre toutes les catégories socio-professionnelles, parce qu'on a besoin de ça pour maintenir ce fameux lien social aussi, qu'on n'est pas une catégorie qui se sente laissée derrière ou exclue par rapport aux autres. L'équilibre entre les besoins immédiats et les besoins de demain, voilà.
Ah bah, c'est l'équilibriste, hein, le DRH. Hein. Ah bon, pour être bien équilibré, il n'y a pas de meilleure méthode que de rester soi-même. Pour être un bon manager, il faut bien se connaître, bien connaître ses réactions, bien être capable de gérer aussi ses émotions pour éviter de devenir un manager infernal, insupportable pour ses équipes. Je pense que la connaissance de soi, c'est le point essentiel. Le conseil que je donnerais aux managers aussi, c'est de bien identifier, mais ça fait partie de la connaissance de soi, ses besoins d'aujourd'hui et ses besoins de demain. De quoi est-ce qu'il a besoin? De quoi est-ce qu'il a envie? Quels sont ses drivers? La seule bonne raison, le seul bon motif d'être un manager, c'est d'avoir envie d'emmener une équipe, c'est d'avoir envie d'engager une équipe. Tous les autres drivers, en général, ne fonctionnent pas super bien. Et puis, je l'amènerai ensuite à se poser des questions sur la manière dont il gère son équipe. Donc, est-ce que la proposition de valeur qu'il a pour ses salariés est au niveau pour les attirer? Est-ce que l'expérience qu'ils vivent dans son équipe est au niveau pour les retenir? Est-ce que j'ai assez de diversité dans mon équipe? Est-ce que j'ai pas besoin d'autre chose? Est-ce que je suis toujours claire sur mes attentes? Et puis surtout, est-ce que j'ai embarqué autour de moi suffisamment de personnes qui pensent différemment de moi? Ça, je pense que c'est assez essentiel. Sinon, on peut se cloner. Hein. Ça a aussi un intérêt dans certaines sociétés. Est-ce qu'on a besoin de ça dans la complexité du monde qui est le nôtre? Je ne pense pas. Donc, est-ce que j'ai suffisamment autour de moi de gens qui peuvent me challenger, m'apporter un peu de contradiction? Et rebouclant sur la question de la connaissance de soi, est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que je suis préparée à le recevoir? Mais bon, au fond, pour faire tout ça, hein, le manager, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de demander. Hein. Il suffit de demander. Il n'y a pas une seule équipe qui va rechigner à donner du feedback à un manager quand il a posé correctement la question.